Bonjour, donc Fabrice Moreau, je me représente, je suis aussi hydrogéologue agréé, donc c'est le sens de la présentation que je vais faire, le point de vue de l'hydrogéologue agréé. Donc j'exerce c'est une fonction et non pas une tâche. Nous sommes désignés par les préfets pour des mandats de 5 ans dans au plus 5 départements. Et parmi ces hydrogéologues agréés, donc dans chaque département, vous avez un coordonnateur. Ce coordonnateur assure le lien entre les services de l'État, en l'occurrence l'ARS, l'Agence régionale de santé, et les hydrogéologues dont il est membre. Hop, dans l'autre sens. Voilà. Donc, je vais rappeler en préalable la notion de périmètre de protection. Alors, sachez que il existe 3 périmètres. Vous en avez parlé longuement, un peu plus fort. Bon. Il existe 3 périmètres. Donc, le premier, immédiat, c'est un périmètre sur lequel la collectivité doit avoir la maîtrise foncière. Donc, c'est bien cela qui pose parfois problème. Parce que quand vous faites une recherche d'eau, vous devez être propriétaire de l'ensemble de ce périmètre immédiat qui représente une petite surface malgré tout, ça peut être 200 à 500 mètres carrés, voire 1000 mètres carrés. Mais à l'intérieur de ce périmètre immédiat, aucune activité autre que celle qui est destinée à la protection, à l'exploitation du captage d'eau potable n'est tolérée, n'est admise. Donc toute autre activité est interdite, d'où l'obligation de maîtrise foncière. Ce périmètre doit être clos et fermé donc, et interdit, comme je disais, de toute activité, y compris de traitement en matière, par exemple, de produits phytosanitaires pour tondre la pelouse. On a vu sur certains captages l'usage de ces produits, donc c'est strictement interdit. C'est un périmètre donc qui est imposé à la collectivité pour la fonctionnalité. Le deuxième, c'est le périmètre rapproché. C'est un périmètre cette fois-ci fictif, il n'est pas clôturé, il correspond sensiblement à la zone d'appel du captage. Alors cette zone d'appel, aujourd'hui rien n'est écrit, libre à l'hydrogéologue agréé de proposer ce périmètre sur la base d'études qui vont lui permettre de définir des temps de transfert. Alors le temps de transfert admis aujourd'hui, c'est 60 jours. On considère qu'une goutte d'eau à l'extrémité, à la limite extérieure de ce périmètre, met moins de 60 jours pour rejoindre le captage. Donc 50 à 60 jours. Cela dit, je précise, ce n'est pas réglementairement écrit. Dans ce périmètre, certaines activités peuvent être interdites. Alors, ça peut aller très loin, ça peut aller jusqu'à la construction d'habitations, ça peut aller jusqu'à l'utilisation de certaines pratiques. J'ai vu des périmètres où la pratique de fertilisation, tout simplement, était interdite. L'apport de produits phytosanitaires peut être aussi interdit. Donc, à l'intérieur de ce périmètre peuvent être aussi réglementées des pratiques. Donc, on a un panel de propositions, d'interdiction et de réglementation. Troisième périmètre, le périmètre éloigné, celui qui est en bleu foncé sur la diapositive, qui lui est facultatif. Donc certains hydrogéologues ne proposent pas de périmètre de protection éloigné. Sa définition est sensiblement, on pourrait dire, le bassin d'alimentation du captage. Donc il peut être très étendu, il peut s'étendre sur plusieurs dizaines de kilomètres carrés. Je n'ai pas précisé, le périmètre éloigné, 60 jours, on peut avoir, suivant les contextes, des extensions qui peuvent être de quelques hectares à plusieurs centaines d'hectares. Alors, je dois préciser aussi la mission de l'hydrogéologue agréé, la mission qui lui est confiée, est de définir, de proposer, d'abord c'est une proposition, celui qui, in fine, arrête la définition, c'est le préfet. Il propose ces périmètres dans un esprit fondé sur la connaissance d'ailleurs du moment. Alors je précise que la connaissance du moment peut évoluer. Si vous êtes dans des situations où des périmètres sont anciens, que vous jugez inadaptés, parce qu'on n'imagine pas de mettre en place un programme d'accompagnement, un programme de gestion sur un territoire, si on n'est pas certain que ce soit le territoire
le mieux adapté, que ce soit vraiment la zone d'alimentation. On pourrait avoir des situations où vous mettez en place un programme d'accompagnement de la fertilisation dans un territoire qui n'est malheureusement qui n'est pas en amont du captage, qui n'est pas, disons, dans la zone d'alimentation du captage. Donc ça peut arriver. Alors il y a beaucoup de périmètres anciens qui ont été définis dans des conditions qu'on considère, nous, aujourd'hui, comme obsolètes, qui ne répondent pas aux critères qu'on retient aujourd'hui. Donc vous pouvez, je parle à ceux qui gèrent les captages, ils peuvent demander la révision de ces périmètres en le justifiant. Donc ce périmètre, j'insiste aussi sur un autre point, ces périmètres de protection donc, sont définis sur des bases, je disais, sur la connaissance actuelle et sur des bases techniques et non économiques. Ça, c'est un terme sur lequel j'insiste lourdement. Nous ne devons pas définir des périmètres, je prends l'exemple, minimiser des périmètres sous prétexte que l'application de ces périmètres ne sera pas réalisable sur un plan strictement économique. Il appartiendra au préfet, ultérieurement, et à ses services, de juger que la mise en place de ces périmètres n'est pas envisageable pour des raisons économiques, ce qui aboutira inévitablement à l'abandon du captage. Mais il n'appartient pas à l'hydrogéologue de décider cela. Et dernier point, parce que c'est assez important aussi, les élus, les communes qui hébergent les captages ont la responsabilité, dans les mesures qu'elles prennent, notamment dans leurs documents d'urbanisme, elles ont la responsabilité du respect des servitudes qui sont inscrites dans ces périmètres. Alors, je parle de communes qui hébergent des captages. On peut imaginer des situations, notamment ce matin vous parliez de captage en zone rurale qui alimentent des villes. Il est évident que beaucoup de captages ne sont pas situés dans les zones urbaines, ils sont plutôt situés dans les zones rurales. Ils peuvent être très éloignés des zones de distribution, des zones de consommation de l'eau. Donc les communes qui hébergent ces captages ont aussi la responsabilité dans leurs actions du respect des servitudes et du respect de la protection des captages. Et cette responsabilité est en plus pénale. C'est-à-dire s'il s'avérait qu'il y a un accident, une pollution provoquée par une activité qui aurait été mise en place ou permise par la commune, autorisée par la commune qui héberge le captage, le maire de la commune pourrait être poursuivi devant les tribunaux et au pénal. Donc ce n'est pas rien. Alors là, je fais quelques rappels maintenant suite à ce que j'ai entendu ce matin, la notion de nappe et de vitesse, puisqu'on a parlé tout à l'heure d'isochrone 60, d'isochrone 60 jours, c'est ça. Chaque captage est un cas particulier. On ne peut pas y uniformiser. Et ça, c'est lié à la structure naturelle des nappes. Donc vous avez des types de milieux, suivant les types de milieux, vous avez des vitesses de circulation qui sont très faibles ou plus ou moins fortes. Mais d'une manière générale, dans les nappes, dans les eaux souterraines, les vitesses sont faibles. Je donne un exemple, la nappe de la Craie, son calcaire plus ou moins fissuré, on va dire, les vitesses d'écoulement, c'est de l'ordre de 1 à 2 mètres par jour. Donc c'est bien de se rappeler ces échelles de temps. 1 à 2 mètres par jour, c'est 300 à 600 mètres par an, 300 à 700 mètres par an, c'est très faible. Donc on peut imaginer qu'une pollution qui survient dans une nappe comme celle-ci laisse du temps avant qu'elle atteigne le captage, mais par contre le jour où elle aura atteint le captage, ce sera très difficile de s'en débarrasser. A l'inverse, les vitesses qu'on va trouver dans les eaux de surface, dans les rivières et les fleuves, sont-elles beaucoup plus importantes, et généralement les pollutions transitent en l'espace d'une semaine. Donc là on a une échelle de temps qui est complètement différente. Alors, le karst, c'est un cas particulier, milieu fissuré plus karst, que vous avez en bas de la diapositive. C'est un milieu intermédiaire où on a cette fois-ci effectivement des écoulements avec des vitesses qui sont plus importantes, mais ça reste quand même de l'ordre de 100 à 500 mètres par heure. On est loin des vitesses qu'on connaît dans les rivières. Alors, une petite diapositive intéressante aussi sur la notion de l'eau, la notion de temps. Les eaux souterraines sont pour certains jeunes, tout dépend de l'échelle de temps. Pour nous, ce reste des eaux jeunes. Les eaux, le temps et les eaux souterraines profondes n'ont pas plus de 10 000 ans en général, moins de 10 000 ans. Les eaux superficielles, enfin souterraines mais de faible profondeur, ont de l'ordre de quelques années, 1 à quelques années.
Donc là, je vais passer sur ces diapositives pour vous montrer comment on définit ces isochrones. Donc vous voyez, vous avez un sens d'écoulement, un amont, un aval, mais le fait de pomper ici, vous avez ici la zone d'alimentation, n'exclut pas qu'une partie du périmètre peut s'étendre en aval du captage. C'est normal, puisque l'effet de pompage provoque un cône de rabattement. Là, une diapositive pour montrer, ce matin on parlait de nappes libres, de nappes profondes et de nappes superficielles. Les nappes, tout est lié. Les nappes profondes sont liées aux nappes superficielles, qu'on le veuille ou non. Une même nappe peut avoir plusieurs situations. Elle a un parcours de nappe superficielle et elle s'enfonce sous les couches de terrain pour devenir profonde et captive. Donc on ne peut pas, vous voyez dans l'exemple ici, c'est un exemple qu'on va retrouver dans le bassin aquitain. Vous imaginez ici la Dordogne. À gauche, à droite, pardon, vous auriez les zones d'affleurement qui seraient la Dordogne, et tout à fait à la gauche du schéma, l'océan Atlantique. J'ai la souris. Ah oui, voilà, ici. Donc ici, sur tout ce parcours-là, la nappe est libre, superficielle. Ensuite, elle s'enfonce sous les couches de terrain. Et vous voyez ici, on a des flèches de migration verticale, de descente verticale. Donc cette nappe est alimentée par la nappe superficielle qui la surmonte, donc qui est une nappe libre, cette fois-ci, ici. Et là, une nappe profonde. Donc vous voyez, cette nappe est alimentée verticalement, donc on appelle ça une drainance per descensum. Et si nous continuons le schéma, en grande profondeur, c'est l'inverse qui se produit, c'est-à-dire que cette nappe va alimenter, cette fois-ci par drainance per ascensum, la nappe superficielle. Alors quand je dis tout est lié, on ne peut pas considérer que les nappes profondes, c'est pour ça que j'ajoute ce complément à l'échange qui s'est tenu ce matin, on ne peut pas considérer que la nappe profonde est totalement déconnectée de la nappe superficielle, que ce sont des eaux fossiles qui sont anciennes et qui n'ont plus de relation avec l'activité humaine. Donc là, je voulais montrer aussi cette très inégale répartition des eaux à l'échelle du territoire. Donc quand on parle de protection de captage, comme je disais, chaque cas est un cas particulier. Vous voyez ici les deux masses rouges qui sont les massifs anciens, Bretagne, massif armoricain donc, et massif central, et vous avez les grandes plaines sédimentaires en jaune. Il est évident que les actions de protection dans ces territoires sont totalement différentes. Là, un schéma qui ressemble un petit peu à ce que vous aviez vu ce matin sur le cycle de l'eau, où on voit qu'effectivement, ce qui alimente les nappes, c'est bien sûr la pluie. Une fois qu'on élimine une partie de cette pluie va ruisseler, donc ici c'est cette flèche, pardon, voilà, et une autre partie va s'évaporer et transpirer par la végétation. Et ce qui reste va rejoindre les nappes. Alors si je donne une échelle de grandeur, sur une pluie de 700, je prends 1 mètre, qui est excessif pour notre territoire, mais sur 1 mètre, vous avez ce qui arrive réellement aux nappes, c'est à peu près 20 à 25%, 200 à 250 mm. Alors vous trouverez toujours des cas extrêmes où vous me direz on peut avoir 400 mm et dans d'autres cas que seulement 100 à 150 mm. Mais en gros, ce qui arrive aux nappes ne représente que 20 à 25% de la pluie. Ici, cet outil nous permet, que je vous ai représenté en bas, c'est un outil qui nous permet de faire des simulations et de prévision du comportement de la nappe au fil du temps. Alors pourquoi cela? C'est la diapositive suivante. Bon là, je vais passer, si je voulais simplement dire que la nappe, en fait, c'est une imprégnation de la roche, c'est l'eau qui est contenue dans la roche. Et cette eau, c'est l'eau dans la porosité de la roche. Ce n'est pas une poche d'eau comme beaucoup peuvent l'imaginer. Ce n'est pas du tout ça, c'est une nappe qui est matricielle. Et la zone saturée, c'est la nappe, ici. Alors voilà ce que je voulais montrer, et ça c'est important, ça a été dit ce matin, les nappes ne se rechargent que 6 mois par an, d'octobre à fin mars, début avril. Disons, on va dire du 1er octobre, 15 octobre, jusqu'au 1er avril, 15 avril. À partir de cette période-là, vous n'avez plus de recharge de nappe, quelle que soit la pluie qui arrive. Cette pluie va ruisseler, mais elle va s'évaporer. Là, c'est lié à la température et c'est lié à la végétation. Donc pour nous, les hydrogéologues, le fait qu'il y ait une végétation ne nous pose aucun problème. Bien au contraire. Alors, l'outil de prévision dont je vous parlais tout à l'heure, effectivement, c'est que quand on a
Quand on arrive fin mars, début avril, on peut prévoir la situation de la nappe à fin septembre. Là, je vais passer, c'est le même schéma, mois par mois. Donc pour nous, maintenant je viens au boisement. Le boisement présente un certain intérêt. On sait qu'on a une amélioration prévisible de la qualité de l'eau sous les zones forestières. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'apport, ou très peu d'apport de produits phytosanitaires ni de produits fertilisants. Et on a cette interception dont vous avez parlé ce matin, que je ne vais pas reprendre, des pluies, qui diminue le ruissellement et l'érosion. Tout en ajoutant que l'interception par les pluies, c'est la question que j'avais posée ce matin, se produit davantage en période au printemps et en été. Or, c'est précisément à ces périodes que les nappes ne se rechargent pas. Bon, je vais arriver. Donc voilà un exemple parmi d'autres où on voit les eaux souterraines sous un massif boisé qui ne dépassaient pas 7 mg par litre, alors qu'elles étaient à 29 dans la zone cultivée. Alors, j'en termine avec un autre aspect. Donc pour nous, le boisement dans les zones de protection de captage a un intérêt, et on porte un intérêt plus important, un accent sur certaines zones qu'on qualifie de sensibles. Alors on va appeler ces zones, on va les désigner principalement par les vallées, les plaines alluviales et les vallons secs en pays calcaire. Donc toutes ces zones sont des zones qui sont aujourd'hui en partie déboisées, du moins dans certaines grandes régions sédimentaires ou cultivées de plaines sédimentaires, donc les grandes plaines dont je vous parlais tout à l'heure, où on a besoin de reconquérir ces espaces par des plantations. Pourquoi? Parce qu'on a un phénomène qui est souligné ici, qui est le phénomène de dénitrification. Nous avons une action bactérienne qui se développe sous ces couverts forestiers, et c'est la conjonction à la fois de la forêt et de la zone humide qui favorise cette dénitrification. Et cette dénitrification, c'est un phénomène pour nous qui est sensible et qui est extrêmement difficile à conserver si nous n'appliquons pas justement des programmes de maîtrise des fertilisations sur le bassin d'alimentation. Voilà, donc voilà c'est la dernière diapositive. Dans ces zones, dans ces ripisylves, on va dire, on a pu constater qu'on peut piéger 60 à 95% des matières azotées, et puis une bonne partie des micropolluants, notamment des micropolluants organiques. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.